Hello tout le monde, comment ça va? Très bien. Donc un petit live aujourd'hui sur 3 outils pour améliorer vos conversions, donc en avoir davantage. Puis aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur d'avoir comme invité Alex Bédard. Et oups là, on va baisser le son. Et voilà. Donc, qui nous provient de Durham Marketing. Durham Marketing, comment est-ce que tu le prononces? Durham Marketing. Durham Il y a Je mille et veux une dire, façons que j'aurais pu dire, puis je suis pas tombé dessus. Donc, ben, merci tout d'abord d'être avec nous ce soir. Puis, ben, je te laisse te présenter en fait, qu'est-ce que tu fais, puis de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. yes, ben enchanté tout le monde. Euh, on m'a très bien présenté, Alexandre Bédard de Durham Marketing, funnel builder, media buyer en fait, pour principalement coach consultant en ligne. Donc, je touche tout ce qui est publicité Facebook, YouTube, LinkedIn, tout ce qui est le media buying pour principalement optimiser les conversions en fait de vos entreprises. Donc, pour faire Nice. court. Ouais, vas-y, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, non, ben c'était ça en fait. Pour faire court, Ah, ok, c'était c'est c'était à la fin. ça. Cool. Yes. Ben, premièrement, là, en fait, si vous avez lu la description, on parle présentement à ceux qui veulent faire de la publicité. Il y en a beaucoup qui viennent nous voir, qui nous disent qu'ils ont pas nécessairement des gros budgets. Puis quand j'ai parlé avec Alex en off, justement, ben, ça a l'air que même nous, nos clients, ont des trop petits budgets par rapport à ce que toi, ta clientèle utilise. Puis, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on donne des chiffres pour donner une idée ou est-ce qu'on reste à ça pour... Ah, on peut y aller. Ok, Peu cool. importe. Ben, nous, en général, on y va pour un minimum de 500$ comme budget média pour la campagne en entier, puis quand c'est une campagne de moins de 30 jours. Toi, ce que tu m'avais dit, c'est que c'était un minimum de 500$ par jour, par campagne. Fait que c'est pas la même game. Aujourd'hui, si vous nous écoutez et que vous êtes pas dans ces budgets-là, qu'est-ce que tu aurais à leur dire, premièrement, à ces personnes-là qui auraient peut-être pas le budget nécessaire pour se lancer là-dedans? En fait, la seule chose que j'aurais à dire, c'est principalement que n'importe qui va pouvoir se rendre là, en fait, au niveau budget, mais définitivement, juste de commencer par y aller petit, en fait, et un peu le sujet de la conversation, de tracker au maximum, en fait. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir aller chercher, en fait, des budgets à 500 par jour, voire 1000, 2000 par jour, qui fait en sorte que, ben, à ce moment-là, vous allez avoir ben, de la conversion, premièrement, puis un bon ROI sur vos campagnes. C'est pas nécessaire, en fait, d'avoir des gros budgets pour réussir en ligne. Donc, tant aussi longtemps que vous commencez par tracker ce que vous faites, vous êtes déjà sur une bonne voie. Nice. J'aime ça, c'est super optimiste. Donc, ben c'est ça, on va commencer par parler en fait. Si vous voulez faire de la publicité, il y en a beaucoup qui vont se dire que de faire juste une campagne sur Facebook, ça va être ça, une campagne marketing. C'est vrai, mais c'est plus complexe que ça. En fait, nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de l'entièreté d'une campagne marketing globale qui peut s'étendre de... Là, on va rester sur le web uniquement. Puis, toi, je pense en plus, ta spécialité, c'est tout ce qui touche aux moteurs de recherche. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que tu joues avec les réseaux sociaux ou c'est plus les moteurs de recherche? En fait, principalement, ça va être Facebook et YouTube. Donc, YouTube, on peut le considérer comme moteur de recherche, effectivement. Et par la suite, généralement en retargeting, on a soit le moteur de recherche, Google, Bing, et en display, en fait, généralement du retargeting. Good. Donc, c'est ça. Si vous faites de la publicité en ligne, une campagne, c'est supposé être une campagne globale. On a parlé de retargeting, remarketing. Ça dépend Ouais. les termes qu'on utilise. En général, ce que j'entends que les personnes me disent que la publicité n'a pas fonctionné pour eux, c'est surtout parce que, ben, premièrement, ils n'ont pas mis de tracker, donc ils n'ont pas récolté les données. Puis, deuxièmement, ils n'ont pas fait de recherche à proprement dit. Puis, troisièmement, ben, en fait, il n'y avait pas de préparation pour la campagne publicitaire. Donc, ils ont fait une publicité, ils ont touché des gens, puis il n'y avait pas
une fois que quelqu'un voit votre publicité, ce qu'on dit souvent, c'est frequency is everything. Si tu vois la publicité une fois, il y a un très faible pourcentage de chances que cette personne-là achète directement ou fasse l'action que tu veux qu'elle fasse. C'est surtout en voyant puis en étant exposé souvent à la même publicité ou à des publicités différentes, mais de la même compagnie ou de la même campagne, que là, on va finir par convertir de ces personnes-là en clients. Donc c'est plein de raisons qui pourraient faire en sorte que pourquoi est-ce que vos publicités ne fonctionnent pas présentement. Puis aujourd'hui, on va juste s'attarder à une petite portion, mais qui est si importante. Puis c'est comment tracker en fait ces publicités-là. Donc, si tu veux me répondre peut-être en une phrase ou deux, pourquoi est-ce qu'on devrait tracker les résultats ou les données d'une campagne publicitaire? Ben, premièrement, tracker la campagne publicitaire, ben, c'est que premièrement, tu vas mettre toutes ces données-là, en fait, sur un dossier ou peu importe, en fait, où est-ce que tu vas apprendre sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai toujours comme philosophie qu'il n'y a aucune publicité, en fait, qui n'était pas bonne. Il y avait seulement quelque chose à améliorer, en fait. Et Nice. si on ne prend pas le temps, en fait, de tracker ce qu'on a fait, on ne peut pas savoir, en fait, qu'est-ce qui n'a pas été bon. Donc, autant, par exemple, dans les données que Facebook vous donne. Donc, si, par exemple, vous commencez avec Facebook Ads, il y a déjà des données quand même assez de base. Ce qui va être important, c'est quand même de mettre autant les pixels dans vos pages, les pixels de conversion. Donc, ça, c'est prioritaire. Si vous ne le faites pas, en fait, vous commencez à mettre du budget aveuglément. Donc, ça, c'est une première chose. Après, ce qui est important, en fait, ça serait de créer des audiences. Donc, si vous n'avez pas déjà, en fait, des audiences de créer, autant, par exemple, dans Facebook que dans Google ou peu importe X plateforme que vous utilisez pour votre publicité, ben, c'est que tout le trafic que vous allez avoir au fil du temps, n'est pas mis dans si je pourrais dire, un réservoir, en fait. Donc, ça va être assez difficile de se créer une audience. Puis ça, déjà à la base, ça n'a pas été tracké. Donc, ça va être beaucoup de budget qui est mis malheureusement dans le vide, étant donné que vous ne récoltez pas, en fait, le savoir de qu'est-ce que vous avez acheté, finalement. Donc, dans qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que vous avez acheté? La publicité, mais principalement du trafic. C'est très bien dit. Donc là, on a parlé du pourquoi, on a parlé un peu du comment. Maintenant, c'est à quel moment, en fait, que les gens devraient s'attarder à récolter des données ou à les analyser? En fait, je dirais le jour -1. Personnellement, avant même de penser à quoi que ce soit, moi, c'est dans ma philosophie de travail, en fait, c'est qu'avant même de créer un site, peu importe, commencez déjà, par exemple, à récolter les données des personnes qui vous suivent sur vos réseaux sociaux. Vous n'êtes même pas rendu au moment où est-ce que vous pensez un jour faire de la publicité. Mais vous avez déjà, par exemple, avec l'outil de Facebook, vous pouvez récolter jusqu'à 30 jours avant le moment où est-ce que vous créez une audience. Donc, à ce moment-là, toutes les personnes, en fait, dans les 30 derniers jours qui ont été actifs, qui ont mis des likes sur vos publications, vous pouvez les mettre dans un bassin de clients cibles. Et à ce moment-là, commencer à bâtir quelque chose avant même de faire votre publicité. Donc, dès maintenant, créez vos audiences, ce qui va faire en sorte qu'au jour où est-ce que vous allez dépenser, que ce soit $1 par jour, vous allez déjà avoir, en fait, des personnes à cibler, plutôt que de cibler à l'inconnu, finalement. Exactement. Il y a trop peu de personnes qui utilisent ça, les audiences. Puis les lookalike audience, est-ce que tu utilises ça ou est-ce que tu fais plus ou moins confiance à ce genre d'outils-là? C'est bon. J'ai eu des résultats biaisés, en fait. Donc, autant que ça va être très bon pour certains, que les résultats, en fait, vont être, excuse-moi le terme, merdiques pour d'autres. Donc, ça, c'est sûr qu'au niveau je dirais des lookalikes, souvent, ça va être bien perçu. Les gens vont parler de ça comme si c'était une mine d'or. Mais si vous faites n'importe quoi avec vos réseaux sociaux ou que vous amenez n'importe quel junk traffic sur votre site web, créer un lookalike de ça, ça vaut rien. Mm-hmm. Donc,
de là où est-ce que j'ai eu des résultats un peu biaisés sur mon point de vue des lookalikes, il y a des personnes qui amènent du trafic, mais le trafic provient de n'importe quel groupe Facebook qui était mal ciblé. Donc, créer un lookalike sur ça, en fait, ça va être biaisé. Mais si déjà à la base votre trafic il est pertinent, vous l'avez bien ciblé, ben à ce moment-là, ton lookalike va être intéressant. Entièrement d'accord avec toi. Si je peux même dire preach, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, qui se lancent en affaires, qui vont créer leur page. Puis quand on crée nos pages, nos réseaux sociaux, en général, c'est famille, amis ou un peu n'importe qui vont aller s'abonner juste pour soutenir la compagnie, puis ou Ça le reste projet. important. Ça reste important, mais en fait, c'est que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour utiliser ce genre d'outil-là parce que ben, les gens qui vont suivre sont pas nécessairement attirés par votre contenu. C'est plus du... comment qu'on appelle ça? C'est du capital émotionnel ou un truc capital sentimental. Donc c'est ça. T'en as parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on fait avec les données. Juste pour récapituler, les données, c'est un outil qu'on va venir utiliser pour faire l'analyse de qu'est-ce qu'on a fait. Parce que juste en utilisant les données qui sont offertes par les plateformes publicitaires, ça nous donne une petite idée, mais en utilisant des outils, notamment qu'on va parler plus tard, ça va probablement, ben pas probablement, mais ça va vous aider à avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui s'est passé. Puis, ben, comme Alex le dit, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, puis qu'est-ce qu'on peut modifier ou qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, la dernière chose qui me reste à savoir, c'est pour ou contre le tracking. Je me doute de ta réponse, mais justement, récemment, en fait, récemment, ça fait quelques mois déjà, quelques semaines en fait, je devrais dire, qu'il y a eu iOS 14 qui a fait l'update. Puis pour ceux qui le savent peut-être pas, on va rester dans les termes simples. Si vous êtes un détenteur d'un appareil de Apple, puis que vous avez fait une update à iOS 14, ce que ça fait en fait, c'est que ça vous coupe un peu du monde publicitaire parce que les données qu'on récoltait au travers des applications ou des sites web, lorsque c'est un utilisateur de cette update-là, il y a moins de données qui sont disponibles, on va dire ça comme ça, pour les publicistes. Pardon. Donc c'est pas mal ça. Fait que je voulais avoir en fait ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Puis est-ce qu'on devrait tracker les gens? Y a-t-il une limite? Est-ce que c'est éthique? C'est sûr que, de mon point de vue, en tant que marketeur, 100% oui, on devrait pouvoir tracker plus, à mon avis. Mais en tant que tel, on a déjà tous les outils nécessaires, en fait, pour tracker assez. iOS 14, je trouve ça dommage, en fait, qu'il arrête, mais je trouve ça bien, en fait, qu'il propose aux utilisateurs de oui ou non vendre ses données à une application comme Facebook. Mm-hmm. Donc, dans ce point de vue-là, en fait, je trouve ça totalement éthique de laisser le choix à l'utilisateur. Mais je trouve ça vraiment dommage à l'utilisateur, en fait, qui accepte de ne pas donner ses données, parce que maintenant, il va se ramasser avec tout plein de publicités qui ne coordonnent totalement pas à ses habitudes d'achat. Donc, déjà, son expérience sur le web, s'il refuse qu'on puisse avoir de ses données, va être complètement médiocre, en fait. Parce qu'il n'y a plus rien qui va voir autant les médias sociaux, en fait, autant qu'en organique qu'en publicité, l'utilisateur va se mettre à avoir plein de choses qui ne coordonnent pas avec ses habitudes. Donc, côté expérience utilisateur, moi, je trouve ça peut-être moins intéressant, mais ça reste que c'est le choix de chacun. Exactement. Pour le côté éthique, je trouve que c'était une bonne chose. On n'a pas le choix de le faire. Mais le truc, c'est que, tu sais, on se contredit un peu. C'est la manière qu'on le market aussi. Parce que quand on dit, mettons, que on récolte vos données, que tout le monde sait tout de vous, oui, mais non, pas vraiment. On n'a pas nécessairement ton nom, ton prénom, ton adresse, où est-ce que tu vis. C'est toute une idée globale de qu'est-ce que tu fais comme comportement. C'est plus ça que je dirais. C'est plus des comportements qu'on va savoir que qui est-ce que tu es. Il n'y a aucun analyste de données qui va être capable de vous reconnaître dans la rue
parce que ben, vous avez donné vos données à un site web quelconque. Puis aussi, ce que je trouve qui est le revers de la médaille ou le double speech un peu dans ça, c'est que les utilisateurs de iOS 14 vont, oui, dire que c'est bien de ne pas vendre leurs données, parce que c'est vrai, j'ai omis de dire que ce qui vous donne, en fait, c'est le choix de donner ou de ne pas donner vos données. Mais ces personnes-là vont refuser de donner leurs données pour un truc, mais ils vont utiliser des applications comme Facebook ou TikTok qui récoltent justement les données des utilisateurs, puis c'est super intense la manière de les récolter. Ça reste que même si la personne refuse, aujourd'hui avec les API, on a encore accès à tous les mêmes données. Donc, même si aujourd'hui un utilisateur a refusé, je vais quand même récolter tous les mêmes données que j'avais avant. Donc, il y a juste d'autres façons de tracker maintenant. Exactement. Donc, sans plus tarder, on va parler du premier outil. Je vais te laisser l'introduire, puis après ça, ben, on en parlera un petit peu plus en détail. Donc, c'est Zapier, en fait. Parfait, je sais plus sur lequel des trois. Vous voyez, moi, un des outils que je prône à 100%, en fait, c'est Zapier. Donc, Zapier, pour moi, en fait, ça va être généralement un outil qui va me servir pour le tracking, principalement, évidemment. Avec Zapier, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un intégrateur en deux logiciels. Donc, pour faire simple, par exemple, on utilise un logiciel de création de pages, que ce soit WordPress, ClickFunnels, System.io, peu importe. Donc, on va pouvoir connecter cet outil à un autre outil pour faire communiquer, en fait, les données ensemble. Donc, où est-ce que moi j'ai amené, en fait, cette intégration-là? C'est que j'ai connecté ClickFunnels, l'outil que j'utilise avec principalement tous mes clients, à Google Sheet, où est-ce que je vais importer, en fait, tout ce qui se passe sur chacun des sites. Et je vais importer ça, en fait, dans un fichier qui va me permettre de savoir chaque utilisateur, qu'est-ce qu'ils ont fait, de où est-ce qu'ils provenaient, à quelle heure, d'où est-ce qu'ils viennent, leur sexe, peu importe les questions qu'on a posées dans nos funnels. Par exemple, on fait un quiz funnel, ben, je peux connaître toutes les réponses qu'il a répondu partout. Donc, ça me permet en fait de tout connaître sur chaque utilisateur et de savoir d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc, à ce moment-là, ça devient assez intéressant, par exemple, pour quelqu'un qui va faire du blog, qui va faire YouTube, qui va être sur Instagram, qui va être sur LinkedIn, qui va être sur Tumblr, qui va être sur TikTok. Ça commence à faire beaucoup de sources de trafic. Et souvent, dans une source de trafic, l'achat ne se fait pas immédiatement. Elle va se faire souvent 4 ou 5 étapes plus tard, quand elle commence à vous connaître et qu'elle a intégré votre monde. Mais 5 étapes plus loin, c'est assez difficile de connaître finalement d'où venait en fait ce client à la base. À la base, est-ce qu'il est arrivé de TikTok? Est-ce qu'il est arrivé de X, Y plateforme? Donc, en ayant des outils comme ça et en mélangeant avec les liens UTM, qui est des liens de tracking, ça, vous pouvez en fait, déjà pour faire un test avec des liens UTM, cliquez sur n'importe quelle publicité Facebook. Vous allez voir, il y a un point d'interrogation, en fait, UTM source égale. Donc, UTM source ou peu importe. Okay? Il peut y avoir plusieurs sortes de UTM. Vous allez les voir. Donc, je l'intègre en fait dans mes tableaux d'analyse qui me permet de connaître la source de chaque personne et de où est-ce qu'elle est passée en fait. À chaque fois qu'elle a cliqué sur un lien, où est-ce qu'elle a trouvé en fait ce lien. Donc, principalement, c'est la façon que j'utilise Zapier. Après, Nice. bon, il y a tout ce qui est outils d'automatisation de vente, de process. Lorsqu'un client il arrive client, on envoie un PandaDoc ou peu importe, mais rien à voir avec le tracking. Donc ça, c'est autre chose. Mais Zapier peut être utilisé vraiment infiniment. Dès que vous réfléchissez et que vous devenez assez habile avec l'outil, on peut faire une infinité de choses, en fait. Exactement, je suis vraiment d'accord. Zapier, c'est une application que j'ai découvert vraiment récemment. Ça fait peut-être 1 an à peu près, puis nous, on l'utilise pour une manière totalement différente. Donc, dans le fond, le tracking, c'est pas nécessairement la première chose. En fait, c'est pas du tout pour ça qu'on l'utilisait. Nous, c'était pour la création de contenu. Donc, c'était autant de
À chaque fois qu'on avait un nouveau post qui sortait à quelque part, mais ça se spreadait sur les endroits qu'on voulait, parce que tu sais, il y a déjà Buffer, Hootsuite et compagnie, puis même sur Facebook, on peut programmer des trucs à l'avance. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'on mettait un truc de l'avant, ben, ça spreadait sur tous nos réseaux, ça l'envoyait des courriels automatiquement. Donc, c'est vraiment pour ça, en fait, qu'on utilisait. C'est plus pour la création de contenu puis la mise en avant d'un nouveau contenu. Comme tu as dit, surtout aussi pour les blogs, de savoir à chaque fois que quelqu'un se présente sur une page de blog, ça y envoie automatiquement un courriel lorsqu'il remplit le form. À chaque fois qu'il y a un achat, que ça envoie un courriel pour remercier ou pour sonder les gens pour savoir en fait c'était quoi l'expérience qu'ils ont eue. Donc c'est surtout pour ça que nous on l'a utilisé. Mais Zapier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la meilleure manière que je peux l'illustrer. Parce que c'est peut-être un petit peu complexe, là. On parle de plein d'affaires différentes qui n'ont aucun rapport entre elles. Là. C'est, tu prends une application, puis tu lui dis « match-moi ça avec telle application ». Fait que que ce soit, je sais pas c'est quoi le nombre d'applications qui sont compatibles avec Zapier, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, mettons que tu dis, je sais pas, à chaque fois que j'écris bonne fête dans un fichier Excel, ça envoie un courriel à personne A ou à telle liste de personnes. Donc, il y a vraiment une liste, comme Alex a dit, il y a une liste infinie de qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application-là. Puis je trouve que c'est super utile pour développer en fait vos affaires, puis pour tracker les publicités. On va passer au deuxième, donc c'est Supermetrics. Celui-là, je vais te laisser l'introduire aussi parce que lui, je le connais pas et je l'utilise pas. Donc, si tu veux juste expliquer en fait aux gens qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais avec. Ouais. Ben, déjà, pour présenter Supermetrics, il y a plusieurs en fait forfaits avec Supermetrics. Personnellement, lui que je préfère, c'est le forfait avec Google Sheet. C'est un peu un fan de Google Sheet, en fait, comment est-ce qu'on peut répertorier les données. Mais Supermetrics, en fait, va te permettre à connecter plusieurs applications, en fait. Donc, un peu comme Zapier pourrait le faire, mais plusieurs applications publicitaires, en fait. Que ce soit Facebook Ads, que ce soit Google Ads, que ce soit Bing, que ce soit TikTok, peu importe. Toutes vos plateformes publicitaires pour récolter, en fait, toutes les données dans un seul et même Google Sheet, finalement. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs possibilités sur comment est-ce qu'on peut l'utiliser, soit pour importer, par exemple, le nombre de clics, les CTR, ainsi de suite, autant que de connaître pas quelle application, mais quel placement était les mieux. Principalement, dit rapidement, en fait, vous pouvez avoir les mêmes données sur Google directement, ou vous pouvez avoir les mêmes données sur Facebook directement. Par contre, là où est-ce que ça va être intéressant, c'est de mixer les données, en fait, de Facebook, de Google, de Bing, de Yahoo, ainsi de suite. En fait, lorsque vous allez mixer tous vos données ensemble, à ce moment-là, vous allez vraiment avoir une vue claire sur tous les emplacements publicitaires, en fait, que vous utilisez. OK. Fait que c'est vraiment pour imager, ça donne l'image globale, le portrait global d'une campagne ou de... Est-ce que c'est uniquement pour les campagnes publicitaires ou c'est vraiment comme Google Analytics, comme c'est pour suivre qu'est-ce qui se passe sur, mettons, Google, Bing? Autant, en fait, les campagnes publicitaires que Analytics, étant donné qu'on peut aussi intégrer Analytics. Donc, on peut connecter, je pense, 250 outils, en fait, dessus. OK. Mais principalement, c'est utilisé pour les campagnes publicitaires. Et là, j'aimerais qu'il me corrige si jamais j'ai tort, mais personnellement, je l'utilise pour les campagnes publicitaires. OK, nice, c'est vraiment cool. Parce que pour faire de la gestion de contenu, de la gestion de communauté aussi, il y a TwitterDeck qui est utile pour lorsque tu gères, mettons, une page de Twitter où tu veux savoir un peu qu'est-ce qui se passe là-dessus. Hootsuite aussi qu'on peut utiliser pour d'autres compagnies, d'autres réseaux sociaux, pardon. Donc, si tu veux voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, tu as tout spread out devant toi pour savoir en fait c'est quoi les interactions, où est-ce que tu dois répondre, pour pas juste avoir des notifications sur tes appareils. Puis c'est ça, d'avoir une idée globale en fait.
les gens vont peut-être se demander ça me sert à quoi, mettons, j'imagine que c'est un service qui est payant. Les gens vont peut-être se demander à quoi ça me sert de payer pour avoir une vision globale quand je peux juste aller avoir un onglet puis switcher entre chaque. Mais je sais pas si tu veux répondre à ça ou. Ben, rapidement, en fait, pour répondre, c'est que lorsque votre entreprise va commencer vraiment à scaler, le jour où est-ce que vous arrivez en meeting marketing, par exemple, et que quelqu'un vous pose la question, combien nous coûte précisément, on va dire, les coûts de vente de X produits sur X plateforme. Donc, oui, à ce moment-là, vous allez pouvoir simplement ouvrir, là, prendre 5 minutes, aller chercher sur X plateforme. Là, en fait, vous allez vraiment avoir tout globalement. Vous n'allez pas chercher vos données. Constamment, en fait, vous savez précisément qu'est-ce qui s'est passé. C'est updaté à tous les jours. Donc, c'est sûr qu'au moment où est-ce que, par exemple, vous gérez autant de media buying, par exemple, vous êtes rendu à 4 ou 5 plateformes, que vous achetez la publicité, d'avoir 5 plateformes constamment ouvertes devant vous aussi, c'est sûr que vous perdez un jour là. C'est sûr que vous allez en échapper une et vous n'allez pas être à un 10 sur 10, en fait, sur cette plateforme-là. Vous allez finir par peut-être louper qu'est-ce qui se passe à une place. Donc, de tout avoir centralisé à une seule place, ça peut paraître banal, mais c'est extrêmement important, surtout quand vous commencez à scaler votre entreprise et qu'il faut vraiment amener chaque plateforme à leur maximum. Nice! Je pense que ça fait pas mal le tour de Supermetrics. Donc, on va passer au dernier outil qui s'appelle Active Campaign. Donc, je te laisse encore une fois l'introduire. You're the star. The show is on. Yes, un petit show dans la nuit. Ouais, c'est ça. T'as juste le spotlight qui est assez fort pour qu'on le voit. Ouais, ben, Active Campaign, pour faire simple, c'est un outil de emailing. Donc, pour faire le lien, en fait, avec le tracking, encore là, ça va revenir avec Zapier, mais c'est là où est-ce que vous allez envoyer vos emails. C'est là que vous pouvez aussi l'utiliser comme CRM. Si jamais vous n'utilisez pas encore un CRM plus poussé comme HubSpot ou Pipedrive, vous pouvez l'utiliser. C'est sûr que ça peut être intéressant. Mais principalement, ça va être pour l'envoi d'emails. Donc, pour une campagne publicitaire, généralement, vous allez relancer en fait vos prospects, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir automatiser des séquences et créer des tags pour chaque personne. Donc, si par exemple, tu as une page X qui est une page d'opt-in, et à ce moment-là, s'il remplit le formulaire, il y a un tag qui dit qu'il arrive de ce formulaire-là et qu'il n'arrive pas dans un autre. Donc, le fait qu'il est arrivé de ce formulaire-là va déclencher X séquences. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi créer un zap pour calculer que cette personne-là, en fait, arrive de X formulaire. Je ne sais pas, en fait, si c'est clair. Dans la tête, c'est super Dans la clair, mienne, oui. Je sais pas, dans la tête des autres, si ce l'est. Moi, ça me fait beaucoup penser, tu me corrigeras si c'est pas le cas, ça me fait penser à Funnelytics. Mais Funnelytics, en fait, l'aspect qui est un peu différent, c'est que c'est plus pour la visualisation que pour la mise en marche. Fait que toi, tu as parlé de CRM. Ouais. Le Funnelytics, c'est peut-être plus sur l'aspect visuel pour voir c'est quoi les schémas. La raison pourquoi est-ce que moi, j'aime bien l'utiliser, c'est surtout pour... il y en a qui vont dire ça sert à quoi de visualiser, mais l'affaire, c'est que quand tu te fais une loop qui part là, puis quand la personne a opt-in dans cette loop-là, elle rentre dans une autre loop. Mais si elle répond pas après un certain temps, elle retombe dans une autre loop. Puis, tu sais, il y a plein de loops différentes de emails qu'on peut envoyer. Puis, pour pas se perdre, en fait, ça fait des petites branches. Puis, on voit quelle étape, qu'est-ce qu'on attend de ces personnes-là. Puis, c'est quoi les étapes du processus. De ce que je connais, en fait, de ActiveCampaign, c'est ça fait les actions ou tu peux les linker en fait avec, comme tu dis, avec Zapier. Mais le CRM, ça, je savais pas que tu l'utilisais avec ça. C'est une base de données que tu peux avoir à l'intérieur de... Ouais, c'est possible de l'avoir. Personnellement, je ne l'ai pas beaucoup exploité. C'est pas mon outil numéro 1, en fait, comme CRM. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui vient de commencer, d'utiliser son emailing et le CRM ensemble, ça devient intéressant plutôt que de payer pour 2 plateformes séparées.
Donc, c'est plus dans cette optique-là. Mais pour revenir à ce que tu mentionnes, Funnelytics, très, très, très intéressant comme outil. Un peu une alternative de Gérou, en fait, qui est sensiblement la même chose. Mais comparativement à ActiveCampaign, c'est que Funnelytics, tu vas te faire un schéma, en fait, de où est-ce que ton prospect va passer. Tandis qu'avec ActiveCampaign, tu n'as pas le schéma, en fait. Tu ne vois pas globalement où est-ce qu'il va passer. C'est là que tu vas mettre en œuvre toute la machine derrière, finalement. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va dire on est coach sportif et on a un programme, mais qui répond à plusieurs solutions. Donc, soit par exemple à une solution je perds du poids rapidement, le programme va t'aider. La personne qui veut, je sais pas, se remettre en forme pour sur la santé mentale, le programme va aussi l'aider. Donc, c'est le même programme, deux solutions différentes. À ce moment-là, on va faire deux publicités différentes. Et on va avoir deux pages et deux séquences email différentes. De là où est-ce que les tags dans ActiveCampaign sont extrêmement importants. Parce qu'il faut mettre un tag et associer ce email-là arrive de quel formulaire pour envoyer les bons emails. Donc, si on envoie, par exemple, les emails de perte de poids rapide à la personne qui a pris le formulaire pour juste se garder en forme physiquement et aider sa santé mentale au quotidien, bien, clairement, cette personne-là ne va jamais acheter ton programme. Il n'a pas reçu la bonne communication. Donc, de là où est-ce que ça devient très important. Nice. Puis, en fait, c'est ça. Ça, t'as répondu un petit peu. Ok, je vais finir par faire une phrase. On est passé au travers des 3 outils. Maintenant, ce qui me reste, c'est quelques petites questions donc, quelques-unes qu'on a déjà abordées, mais juste pour que ce soit clair dans la tête des personnes qui nous regardent. Donc, à qui est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser ces 3 outils-là ou, en fait, d'utiliser une partie de ces outils-là, en fait? À qui est-ce que tu recommanderais ça? Ben, déjà pour les outils, moi je dirais, dès que vous commencez quand même à générer un bon revenu, mais pas nécessairement un bon revenu. Par exemple, Zapier, tout le monde pourrait l'utiliser. Par exemple, il faut quand même définir combien de zaps est-ce que vous allez faire. Donc, dépendant de l'utilisation que vous allez en faire, vous pouvez soit commencer tout de suite, vous habituer, puis de pousser l'outil de plus en plus avec le temps. Donc, principalement, moi, c'est ce que je vais recommander en fait à tout le monde. Commencez à utiliser les outils plutôt que de bricoler avec des choses qui pourraient sensiblement faire la même chose pour qu'un jour que vous réussissiez, vous devez tout recommencer. Donc, le seul outil en fait que je recommande peut-être moins, qui est plus, par exemple, utile pour moi en tant que média buyer et que je l'offre en fait à mes clients, serait Supermetrics. Donc, ça en tant que tel, c'est pas nécessaire en tant que soi-même, si on gère soi-même sa publicité, c'est pas nécessaire à moins qu'on commence à dépenser beaucoup. Soit c'est un outil qui coûte environ 3 à 500 $ par mois. Donc, juste l'outil, si vous dépensez en fait pas minimum, on va dire 5 à 10 000 par mois, pourquoi dépenser 500 $ dans un outil pour simplifier? Ça serait un peu stupide. Mais ActiveCampaign, c'est un outil d'emailing. De relancer des prospects suite à une publicité, c'est primordial. Si vous attendez à recevoir un email et que demain ils deviennent clients, votre publicité ne va pratiquement jamais convertir, ou bien très peu. Donc, si vous êtes déjà rentable avec ça, imaginez si vous les relancez. Donc, ça, tout de suite, commencer en fait. Il y a plusieurs alternatives à ActiveCampaign. Personnellement, c'est mon préféré au niveau des outils d'emailing, au niveau aussi de toute l'automatisation qu'on peut mettre derrière. Et pour Zapier, amusez-vous le plus possible avec parce qu'il y a une infinité de choses qu'on peut faire. Donc, nice. La seule chose que j'ajouterais... Oui, c'est ça. La seule chose que j'ajouterais, en fait, c'est que là, on vous présente des outils, puis sur la chaîne, à chaque fois qu'on fait des mardis marketing, puis qu'on parle d'outils,
ça s'accumule aussi, OK? Fait que oui, c'est sûr, on présente des outils qui sont, la plupart du temps, qui sont payants. On essaie de donner des alternatives qui sont gratuites aussi. Si vous voulez qu'une campagne fonctionne, on s'entend aussi, si la plupart des gens, vous qui nous écoutez, selon nos stats, justement, vous êtes probablement un solopreneur ou un entrepreneur qui est en démarrage. Donc, le marketing, c'est pas uniquement de la publicité. Puis, même juste dans la publicité, là, on parle vraiment de quelque chose de quand même très ciblé. Mais juste pour le SEO de votre site web, si vous utilisez n'importe quel service pour chercher des mots-clés ou pour faire des analyses, ça peut vous coûter, je ne vous dirais pas d'aller avec SEMrush si c'est juste pour votre entreprise en démarrage, là, parce que ça vous coûte 300$ par mois. Mais tu sais, c'est tout le temps comme un 20$ à gauche, 20$ à droite, 50, 60, ça monte quand même assez vite. Donc, oui, c'est super important de tracker les pubs. Les outils qu'on a nommés, moi je dirais mon top, c'est sûr c'est celui que j'utilise, puis c'est celui que je vais commencer à utiliser pour faire du tracking aussi, c'est Zapier. Les deux autres, en fait, c'est des outils qui sont bons, mais peut-être lorsque vous êtes rendu à un niveau plus élevé dans vos campagnes publicitaires. L'autre chose que je voulais savoir, en fait, c'est quoi, selon toi, le niveau de connaissance par rapport à ça? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est accessible ou non? On a parlé, on n'est pas trop allé dans les détails non plus pour expliquer. On a parlé de Zap. Les gens qui n'ont jamais utilisé Zapier ne savent pas c'est quoi un Zap. Un Zap, c'est une automatisation. Mais à quel point est-ce que c'est facile d'utilisation? Il y a des gens qui me disent, j'ai essayé Google Analytics, je me suis perdu. Puis honnêtement, la première fois que j'ai utilisé aussi, je me suis perdu. Mais ouais, c'est ça. Selon toi, en fait, est-ce que ces trois outils-là sont accessibles ou si oui, accessibles à qui? Ben, c'est sûr que Zapier, je dirais que c'est accessible, c'est très accessible, c'est très user-friendly. Mais pour le pousser et vraiment être créatif, par exemple, où est-ce qu'on commence à travailler avec des webhooks, des workflows de 9 ou 10 apps, peut-être un peu moins, mais tout le monde, en fait, pourrait facilement l'apprendre. Tu vois, ma conjointe, qui est aussi en médias sociaux, a commencé à l'utiliser, puis elle aussi, en fait, elle trouve ça quand même assez user-friendly, qui est vraiment pas une personne là, qui va jouer avec beaucoup d'outils. Pour ActiveCampaign, un peu revenir à ce que tu disais, c'est pas tout le monde, en fait, qui a besoin de payer pour des outils. Par exemple, vous avez, là, je sais pas, moins que 100 emails, il y a des alternatives gratuites. Donc, faites juste quand même penser à envoyer des emails. Ça, je pense que ça reste nécessaire. Mais au niveau de l'outil, concrètement, très user-friendly. Personnellement, je le trouve beaucoup mieux que, par exemple, MailChimp. MailChimp, exact. Ah ouais, plus que ça? Ouais. Moi, je suis arrivé sur MailChimp, j'ai trouvé que c'était l'enfer. Mais ça, c'est personnellement. Ah, ok. Puis, c'est-tu rapide à expliquer un peu qu'est-ce que tu trouvais qui était l'enfer ou c'est un peu trop long? Honnêtement, juste l'interface, comment comprendre comment est-ce qu'il propose les choses, en fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Mais là, je le dis vraiment avec un petit recul, étant donné que j'ai pas exploré plus que ça MailChimp. Ah, ok. Fait c'est ça, en général, c'est le go-to de pas mal de gens. Je veux pas dénigrer. Correct. Si tu veux dénigrer, on va les dénigrer. J'ai pas de code affilié non plus avec MailChimp. Ah, ben moi, je l'ai, en fait. Ah ouais, pour vrai? Ah, bon, ok. Ouais. On va pas trop en parler. L'affiliation, mais je vous le propose pas. Alright, cool. Puis c'est ça, Supermetrics, de ce qu'on a compris, en fait, c'est que c'est peut-être plus pour les personnes qui vont gérer plusieurs campagnes ou qui vont peut-être travailler en agence, qui vont gérer plusieurs compagnies en même temps. Exact. Donc c'est ça. Puis finalement, la question qui tue, est-ce que c'est possible de faire de la publicité sans tracker? C'est une question un petit peu piège. Est-ce que c'est possible? Oui, mais c'est littéralement comme avancer les yeux fermés. Et si vous ne traquez pas ce que vous faites, en fait, vous n'allez jamais comprendre, par exemple, est-ce que c'était A ou B qui a fonctionné.
Est-ce que c'était l'annonce A, B? Est-ce que c'était X ou Y audience qui a fonctionné? Vous arrivez les yeux fermés et vous savez tout simplement pas. Au bout du mois, vous dites « Ah, je suis rentable. » Fine, tu étais rentable. Mais comment est-ce que tu aurais pu faire mieux le mois prochain? Là, tu n'auras pas de réponse. Donc, c'est possible, mais c'est pas comme ça que vous allez avancer, en fait, pour ce qu'est une entreprise. Excellente réponse. Moi, je vais juste renchérir en disant que c'est pas non seulement d'avancer les yeux fermés ou les yeux bandés, c'est avancer les yeux fermés en n'ayant aucun autre sens, en marchant sur un fil de fer entre deux buildings à 500 mètres dans le ciel. C'est exactement ce que j'imaginais, mais j'osais pas le dire. Ah non, mais il faut le dire, parce que les gens qui me disent qu'ils ont réussi à faire de la publicité par eux-mêmes puis qui n'ont pas nécessairement besoin de n'importe quel outil ou d'avoir une personne qui est en charge pour faire ça. On est des humains aussi. Là. C'est pas parce que nous, on le fait que vous n'êtes pas capable de le faire. La seule affaire, c'est que on a peut-être des techniques qu'on va utiliser, puis même Alex a des techniques qui sont très différentes des miennes, puis qui vont cibler de manière différente. Probablement qu'il y a des résultats qui sont différents aussi. Puis en fait, l'affaire, c'est que si vous avancez sans récolter des données, sans rien faire, sans faire de recherche, puis vous faites juste donner de l'argent, mettons, à Facebook, pour donner un exemple comme ça, c'est le fil de fer, c'est la meilleure analogie que je peux faire parce que vous avez comme une chance sur, je sais pas combien, tout dépendant de votre audience, de tomber sur des personnes qui vont être vraiment intéressées par votre produit. Donc, je dirais peut-être 95% du temps, vous allez rien avoir comme résultat ou de très faibles résultats. Il y en a, Facebook, on va le dire, là, ils sont très forts là-dessus sur le marketing de leurs chiffres. Quand vous êtes dans l'interface puis que vous faites une campagne publicitaire, si vous connaissez rien pantoute, Facebook va vous dire « Wow, ton contenu a atteint 85% de toute ton audience. Paye maintenant, puis tu vas réussir à booster ça à 525%. » Fait que là, toi, tu dis « Ok, ben tu vas payer, mais si tu fais rien derrière, ben, tu vas pas toucher nécessairement plus de gens. Oui, peut-être tu vas toucher plus de gens, mais ces gens-là sont peut-être pas intéressés par ce que tu fais. » Fait que... déjà, d'utiliser le Boost on Boost, c'est la première chose que je vais déconseiller au maximum. Si vous voulez vraiment perdre votre argent, cliquez dessus et mettez max budget. Honnêtement, vous allez gagner plus au casino. J'aime ça. Ben, j'aime ça. J'aime pas ça parce qu'il y a plein de gens qui font ça, qui font des posts qui sont boostés. Mais juste rapidement comme ça pour... booster, ça peut être très pertinent. Ok, c'est ça, parce que nous, on l'utilise. Il faut quand même avoir une stratégie derrière. Donc, s'il n'y a pas de stratégie derrière, j'ai de la difficulté avec. J'ai un petit haut le cœur. Donc, c'est ça, c'est de faire attention en fait au marketing que les plateformes vont utiliser. C'est la même chose avec Google. Ils vont vous mettre, mettons, des gros chiffres en disant « Ok, vous avez atteint, je sais pas, 5 millions de personnes », ce qui est énorme, là. Mais ils vont mettre des gros chiffres que de comptes atteints ou de personnes uniques atteintes ou le nombre de clics. Mais que tu aies 500 000 clics, moi, je préfère en avoir un seul que je sais que ça va devenir quelqu'un qui va acheter que d'avoir 500 000 clics, que c'est des personnes que je connais pas puis qui ils savent pas en fait, que je sais pas si c'est des bonnes personnes qui sont ciblées. Ouais, totalement. Donc, c'est pas mal le tour, c'est pas mal toutes les questions que j'avais. Est-ce que tu avais des trucs que tu voulais rajouter, des petites mises en garde ou des claques? Juste pour revenir avec ce que tu disais, pourquoi tracker par exemple la publicité? Mm-hmm. Si vous le traquez pas en fait, c'est que vous allez revenir en fait avec mon mot de départ. Comme je disais, c'est qu'il n'y a aucune publicité en fait qui va être perdante. C'est que soit que vous payez pour gagner un client, soit que vous payez pour apprendre. Mais si vous ne traquez pas en fait ce que vous faites, soit que vous payez pour gagner ou vous payez pour perdre. Mais vous ne payez pas pour apprendre. Donc, c'est vraiment important de tracker ce qui se passe et d'apprendre. C'est pas parce que cette campagne-là était perdante, elle n'était pas perdante. Elle vous a permis d'apprendre que cette chose n'était pas bonne pour le futur. Donc, si vous ne le traquez pas, en fait, vous allez retomber dans une roue où est-ce que vous réessayez des choses que vous avez peut-être déjà essayé dans le passé et vous allez constamment perdre. Nice. On termine sur une excellente note. Alex, où est-ce qu'on peut te trouver si les gens veulent te rencontrer ou parler avec toi?
présente-toi un petit pitch de 5-6 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Yes, principalement, on va me retrouver sur mon profil Facebook, puis très peu actif ailleurs. Donc, vous m'écrivez sur Facebook. Parfait. Donc, à chaque fin de live, vu que notre nom c'est Handshake, on doit faire quelque chose d'assez cringe. Donc, on termine en disant qu'on se serre la main à la semaine prochaine. Puis c'est exactement ce qu'on va faire. On va se serrer la main virtuellement. On se serre la main à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut.